Bonjour chers élèves et bienvenue dans la suite du corrigé du fameux bac blanc numéro 6. Je suis à la question numéro 3 et on va corriger l'exercice sur le nucléaire. Bon, comme d'habitude, essayez d'abord de partager la vidéo avec vos amis. Bon nombre d'élèves me contactent, ils me disent malheureusement j'ai découvert la chaîne à la dernière minute. Donc essayez de la partager, aidez vos amis aussi à s'abonner à la chaîne pour en profiter des différentes vidéos de la chaîne. Donc l'exercice de nucléaire il est formé de 5 parties qui sont indépendantes, c'est-à-dire vous pouvez traiter chaque partie indépendamment de l'autre. Bon, en général là c'est des textes, on vous dit par exemple on récupère une quantité d'énergie de quelques mégavolts suivant la réaction 1. Donc 1 c'est la réaction de fusion entre le deutérium et le tritium. À la fin, on vous dit aussi quelques informations, mais tout ça, c'est pas utile pour résoudre l'exercice. On vous dit là, les noyaux doivent avoir la possibilité de se rapprocher l'un de l'autre. Vous savez bien que deux noyaux sont chargés positifs, tous les deux, et normalement les charges positives se repoussent du point de vue électrostatique. Pour qu'il y ait fusion, il faut avoir vraiment vaincre la répulsion électrostatique. Et pour cela, on porte la matière à une température très élevée, de l'ordre de 100 millions de degrés. À la fin de la vie d'un réacteur, les matériaux constituent la structure du réacteur seront radioactifs. Toutefois, le choix d'éléments de structure conduisant à ces produits radioactifs à temps de décroissance rapide permet de minimiser les quantités de déchets radioactifs. Donc, pour minimiser le déchet, il faut que s'arranger de façon que les déchets possèdent des temps de vie rapides. Comme ça, ils vont s'arrêter de rayonner rapidement. Donc 100 ans après l'arrêt définitif des réacteurs, la majorité, voire la totalité de ces matériaux peuvent être considérés comme des déchets de très faible activité. Maintenant, on va étudier tout ça dans ces exercices-là. Bon, première partie, on vous donne la masse du neutron. Notez bien, dans cet exercice, on travaille en système international. Souvent, dans les exercices de nucléaire, soit on vous donne les masses en unités de masse atomique, et on vous donne l'équivalent d'une unité de masse atomique en mégaélectronvolts, soit on vous donne les masses en kilogrammes. Et là, dans l'exercice, première remarque, notez bien que toutes les données sont en kilogrammes. On vous donne la vitesse de la lumière et on vous donne un électronvolt en joule. Bien. Première question. Donc, j'ai déjà préparé les questions pour aller rapidement. Donc, on vous dit le combustible utilisé dans le réacteur ne nécessite pas le transport de matière radioactive. En effet, le deutérium n'est pas radioactif. Le tritium est fabriqué sur site. Donc, à partir d'un élément Y non radioactif, suivant la réaction. Donc, première question, c'est quelle est la composition du noyau Y et préciser les règles utilisées. Bien sûr, vous avez Y plus neutron, donne l'hélium plus le tritium. Donc là, il suffit d'utiliser bien sûr conservation de Z. Vous avez 0 est égal plus X plus Z égale à 2 plus 1. Donc Z est égal à 3. Et vous avez A plus 1 égale à 4 plus 3. Donc A est égal à 4 plus 3, 7 moins 1. Donc est égal à 6. Maintenant, quel est l'élément qui a Z égale à 3? Je reviens ici, Z égale à 3, c'est le lithium. Donc, il s'agit du lithium. Donc, l'élément, c'est le lithium qui doit... l'interaction du lithium avec le neutron qui va donner comme produit le tritium. Bien. Maintenant, le noyau de deutérium. Donner la composition du noyau de deutérium H12. Donc là, on a étudié le tritium, on va étudier le deutérium, et les deux, ce sont eux qui vont fusionner pour donner de l'énergie nucléaire dans un réacteur nucléaire. On vous dit le deutérium et le tritium sont des isotopes, justifiez votre affirmation. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est que des isotopes. Ce sont des éléments chimiques qui ont le même numéro atomique Z. Donc vous voyez bien que le deutérium, d'abord donner la composition, donc il contient bien sûr Z égale à 1, donc un seul proton, et 2 moins 1, ça fait un proton et un neutron. Donc le deutérium contient un proton et un neutron. Pour le tritium, il contient combien? Il contient un proton et 2 neutrons. D'accord? Maintenant, vous voyez que le deutérium et le tritium, ils ont le même numéro atomique Z, donc ils sont deux isotopes. Donc deux isotopes. Isotopes, ce sont des éléments
des noyaux, des éléments chimiques qui possèdent même numéro atomique et nombre de masses différents. Voilà ce qu'on appelle les isotopes. Donc, ils sont tous, par exemple, des hydrogènes ou bien des carbones. On ne peut pas observer, par exemple, un carbone et un azote ne peuvent jamais être isotopes. Parce que là, vous avez 6 et là, vous avez 7. Vous avez toujours les isotopes, il s'agit de la même atome. Donc, même atome. On peut passer, par exemple, du carbone 13, carbone 14, sont des isotopes. Carbone 12, tout ça, c'est des isotopes. Bien. Troisième question, donner l'énergie correspondant à ce défaut de masse en joules. D'abord, donner l'expression littérale du défaut de masse du noyau de deutérium. Bon, défaut de masse, je rappelle, c'est la masse des constituants du noyau moins la masse du noyau. Donc, c'est la masse du proton plus la masse du neutron moins la masse du noyau. Et là, on vous donne les valeurs numériques et tout ça, c'est en kilogrammes. Bien sûr, la masse des constituants, elle est supérieure à la masse du noyau. Donc, delta M est positif. Enfin, donner l'énergie à ce défaut de masse en joules, puis en électronvolts. Maintenant, la masse, elle est en kilogrammes. Donc, l'énergie que je vais calculer, l'énergie qu'on doit calculer par delta de M fois C carré, on va utiliser les unités internationales. Donc, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Donc, je dois utiliser la vitesse qui est égale à 3 10 puissance 8 au carré, ça vous donne 9 10 puissance 16. Donc, ça, c'est C carré. Et je fais le calcul, et le résultat, kilogramme fois mètre au carré seconde moins 2, c'est le joule. Donc les résultats, c'est en joule directement. Maintenant, pour transformer le joule en électronvolt, vous savez qu'un électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. En fait, je vous rappelle que c'est qu'un électronvolt, c'est l'énergie acquise par un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. C'est pourquoi on l'appelle électronvolt. Donc, si l'énergie électrostatique d'une charge dans une tension V, c'est Q fois V. Donc, si V égale à 1 volt, Q c'est la charge de l'électron, on obtient électronvolt. Donc, sa valeur, c'est la charge de l'électron, 1,6 10 moins 19, multiplié par 1 en joules. Donc, c'est pourquoi un électronvolt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc, pour transformer ça en électronvolt, je remplace le joule par 1 divisé par 1,6 10 moins 19. Et j'obtiens le résultat en électronvolt. Maintenant, vous savez que 1 méga électronvolt, c'est 10 à la puissance 6 électronvolts. Donc, ça devient tout simplement 1,7 méga électronvolt. Voilà pour la deuxième partie. On passe à la troisième partie. Maintenant, on va étudier la réaction de fusion. Donc, on va fusionner le deutérium et le tritium. Et ça, c'est l'équation 2 qu'on précise dans l'énoncé. Et les résultats, les produits, ce sont l'hélium plus un neutron. Donc, donner l'expression littérale de l'énergie libérée par cette réaction en fonction des données de l'énoncé. Et calculer cette énergie en mégaélectronvolts. Bon, dans l'énoncé, on modèle la masse du tritium, on modèle la masse du deutérium, la masse de l'hélium et la masse du neutron. Donc, je calcule le défaut de masse de cette réaction, qui est la masse des produits moins la masse des réactifs. Et le défaut de masse en kilogrammes, je multiplie par C carré 9 10 puissance 16 et je trouve un défaut de masse négatif, parce que c'est une énergie qui est libérée. Lorsque l'énergie est libérée, elle a un sens négatif. Lorsque l'énergie est reçue, il sera positif. Donc ça, c'est une convention de signe. Donc l'énergie libérée, je remplace toujours un joule par 1,6, je viens de le faire, 1,6 10 moins 19. Un électronvolt plutôt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc je remplace, pour déterminer le résultat en joules, je divise tout ça par 1,6 10 moins 19. Donc si je divise ça par 1,6 10 moins 19, j'obtiens moins 17,6 10 puissance 6 électronvolts. Ou bien en méga électronvolts, c'est moins 17,6 méga électronvolts. Bon, je vous donne la méthode, s'il y a une erreur de calcul, vous la corrigez. D'accord? Bien. Donc voilà l'énergie libérée en méga électronvolts par la fusion de deux noyaux. Vous voyez bien que c'est une faible énergie, mais c'est l'énergie qu'on peut obtenir par la fusion uniquement de deux noyaux. En général, une masse, elle contient un très très grand nombre de noyaux et cette énergie, elle est très grande. Maintenant, on va parler des ressources naturelles. On vous dit, on trouve le deutérium en abondance dans l'eau de mer. Les océans, tous les océans, on estime que
il contient, la quantité de deutérium qu'elle contient, c'est 4,6 10 puissance 13 tonnes. Donc ça, c'est une estimation. D'accord? Dans l'eau de mer, les ressources en notion est estimée à 4,6 10 puissance 13 tonnes. Bien. La réaction A libère une énergie de 17. Voilà, on vous donne déjà la réponse à la question précédente. Vous voyez bien 17,6 mégaélectronvolts, c'est exactement la valeur que j'ai obtenue ici. C'est pourquoi c'est toujours intéressant de lire le problème en entier. Donc les réactions A libèrent 17,6, c'est-à-dire la fusion de deutérium et du tritium nous donne 17,6 mégaélectronvolts. On assimile la masse d'un atome à la masse du noyau. Très important cette remarque. Déterminer le nombre de noyaux présents dans une masse de 1 kg de deutérium et en déduire l'énergie libérée par la masse d'1 kg. Question très classique aussi dans les concours. Donc la première chose, on va déterminer le nombre de noyaux que contient 1 kg. Pour déterminer le nombre de noyaux dans une masse, vous avez deux méthodes. Soit on vous donne la masse du noyau, c'est le cas ici, et là c'est très facile, vous divisez la masse qu'on vous donne par la masse du noyau. Soit on vous donne la masse molaire, on ne vous donne pas la masse du noyau. Et dans ce cas, il faut utiliser la relation le nombre de moles que je peux calculer par le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, qui est aussi la masse divisée par la masse molaire. Donc le nombre de noyaux, c'est le nombre d'Avogadro multiplié par la masse divisé par la masse molaire. Donc si on me donne la masse molaire, j'utilise cette expression. Si on me donne la masse du noyau, j'utilise cette expression. Dans notre cas, on nous dit que la masse d'un atome est à peu près égale à la masse de son noyau. Or, dans l'énoncé, on me donne la masse du deutérium, c'est 3,34497 kg. La masse, c'est 1 kg. Donc, le nombre de noyaux, je divise 1 kg par cette masse-là, qui est fois 10 à la puissance moins 27. Au numérateur, il devient 10 à la puissance 27. Donc, ça vous donne à peu près 2,98, disons, c'est de l'ordre de 3 10 puissance 26 noyaux. Donc, 1 kg contient 3 10 puissance 26 noyaux de deutérium. On connaît maintenant l'énergie libérée par un seul noyau, donc l'énergie totale, vous divisez tout simplement tout ça par 1, vous multipliez tout ça par 3 10 puissance 16, vous la multipliez par l'énergie libérée par un seul noyau. Et 3 fois 17, ça vous donne 52, ou bien 3,28 10 puissance 27 mégaélectronvolts. Donc l'énergie libérée par 1 kg est égale à celle-là. D'accord? En mégaélectronvolts. Si je vais le transformer en joules, on vous dit 1 mégaélectronvolt, c'est 1,6 10 moins 13, et ça me donne une énergie de 8,4 10 puissance 14 joules. Vous voyez bien maintenant, l'énergie, elle est très grande. Ce n'est pas comme l'énergie libérée par la fusion de deux noyaux. Donc 1 kg me donne une énergie de 8,4 10 puissance 14 joules. Quatrième partie, on vous dit la consommation annuelle énergétique. Tout le monde, si on réunit toute la consommation de la planète, on estime c'est à peu près 4 10 puissance 20 joules. Donc 4 fois 10 à la puissance 20 joules. Si on fait l'hypothèse simplificatrice selon laquelle le rendement, si on suppose que le rendement de la fusion est égal à 33%, ρ est égal à 33%, et je vous explique ce que c'est que le rendement. Le rendement, c'est que, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la fusion d'un kilogramme nous donne 8,4 10 puissance 14 joules, mais pas dans un réacteur nucléaire. Cette énergie ne se transforme pas à 100% en énergie électrique. Il y a des pertes. Donc ça, c'est l'énergie créée. Ça, c'est l'énergie utile. Je veux dire, celle qui est transformée en électricité. Et donc, le rendement, c'est tout simplement l'énergie utile, l'énergie électrique divisé par l'énergie totale. L'énergie totale, j'appelle celle-là l'énergie totale. C'est ça ce qu'on appelle le rendement, c'est-à-dire la partie qui a été transformée en électricité. Et on vous dit le rendement de cette centrale, c'est 33%. Si c'est le cas, estimez en année la durée nécessaire pour épuiser toutes les réserves disponibles dans les océans. Qu'on a donné tout à l'heure, c'est 4,6 10 puissance 13 tonnes. Donc en combien d'années on va consommer toute la quantité de deutérium contenue dans les océans qui est estimée à 4,6 10 puissance 13 tonnes. Bien. Donc, dans ce type de question, la première chose qu'il faut déterminer, c'est quelle est l'énergie électrique
utile. Donc là, on vous dit pour 1 kg par exemple. Donc l'énergie disponible. Donc quelle est l'énergie disponible? Donc on nous dit 8,4 10 puissance 14 joules, c'est l'énergie que peut libérer 1 kg. Donc c'est l'énergie libérée par 1 kg. D'accord? Je la multiplie par la masse totale du deutérium qui est contenue dans les océans et je trouve l'énergie totale qui est potentiellement disponible dans les océans. Donc si toute la masse du deutérium est utilisée pour produire de l'électricité nucléaire, voilà l'énergie totale disponible. D'accord? Donc la masse, j'ai 1 kg, 1 kg me libère 8,4 10 puissance 14 joules, donc 4,6 10 puissance 13 tonnes, ça veut dire 4,6 10 puissance 16 kg, va me donner cette énergie. Donc voilà l'énergie totale potentielle disponible dans les océans. Mais si on utilise tout ce deutérium dans les réacteurs nucléaires, on ne va pas obtenir 100% d'énergie électrique. On a dit qu'il y a un rendement de 33%. Donc l'énergie réelle totale disponible dans les océans, c'est 33%, cette quantité-là. 33%, c'est 0,33. Donc c'est 1,8 10 puissance 31 joules. Donc ça, c'est l'énergie potentielle disponible dans les océans. Donc si on consomme cette énergie, combien d'années est nécessaire? Sachant que pendant une année, on consomme 4 10 puissance 20 joules. Bon, là, il suffit de faire le rapport maintenant. Voilà, l'énergie réelle, consommation annuelle, c'est 4 10 puissance 20. Donc le nombre d'années ou l'autonomie, c'est l'énergie réelle divisée par la consommation d'une année. Et ça vous donne 10 puissance 10 années. Donc vous aurez, on a encore largement de temps pour consommer toute cette énergie. Donc là, l'autonomie mondiale est de l'ordre de 10 puissance 10 années. Dernière étape, on va parler de demi-vie. Donc définir la demi-vie de l'amércium, c'est parmi les déchets de réacteurs nucléaires, en utilisant la courbe précédente et en précisant la méthode. La courbe, c'est celle-là. Donc pour déterminer NT1,5. Donc vous allez voir que c'est très difficile de les déterminer à partir de cette courbe. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc la définition de T1,5, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux restants est égal au nombre initial divisé par 2. Donc ça, c'est la définition. Nombre de noyaux, le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégré. On me donne lambda du tritium. Donc lambda. Donc je peux déterminer T1,5 par log de 2 sur lambda. Sachant qu'une année, c'est à peu près 3,1 puissance 7 secondes. D'accord? Donc lambda ici, il est en seconde moins 1. Je trouve T1,5 en seconde. Et pour trouver en combien d'années, il faut diviser par 3,1 puissance 7. Ça me donne 420 ans. Vous voyez, 420, c'est quelque part ici. Pratiquement temps vers 0. Donc c'est pourquoi c'est très difficile de faire la lecture sur cette courbe. Donc il faut faire normalement un zoom sur cette partie pour mesurer lambda. T1,5. Donc je ne peux la déterminer que par calcul. Bien, maintenant on vous dit l'amércium se désintègre selon cette réaction. Quel est le type de désintégration? Bien sûr, c'est une désintégration de type alpha, l'hélium, puisqu'il donne. Maintenant on vous dit l'équation de la courbe. En utilisant l'équation de la courbe, déterminer la durée T1. Maintenant en utilisant l'équation et la courbe, utilisons cette courbe, cette fois-ci, déterminer le nombre d'années au bout duquel 1 gramme d'amércium a une activité 3,7 10 puissance 3 becquerel, c'est-à-dire une activité qu'on suppose n'est plus nocif. Autrement dit, le but de cette question, c'est de déterminer au bout de combien d'années les déchets de la réaction nucléaire, d'un réacteur nucléaire ne sont plus dangereux. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver au bout de combien d'années leur activité va être égale à 3,7 10 puissance 7 années. Donc, c'est en quelque sorte une question de datation. Bien, ce qu'il faut déterminer, bien sûr, c'est d'abord l'activité à t égale à 0. On connaît l'activité finale et donc on peut remonter au temps t1. Donc, l'activité est donnée par lambda fois n. Donc, je dois déterminer le nombre de noyaux
pour lesquels l'activité est égale à 3,7 10 puissance 3. Donc c'est lambda, n c'est A sur lambda, donc je connais lambda, et ça me donne 7,2 10 puissance 7 années. Bon, 7,2 10 puissance 7, vous voyez, c'est très difficile là aussi de faire la lecture sur la courbe. Donc pour déterminer le temps, c'est plus facile de déterminer d'abord l'activité initiale dans un gramme. Donc, là, on ne donne pas la masse du tritium, je peux utiliser la masse molaire. Donc le nombre de moles fois la masse de tritium qui est 1 gramme divisé par la masse molaire, qui est à peu près égal au numéro 2 atomique A, nombre A. Donc je trouve 2,5 10 puissance 21. Donc je connais N de T, je connais N0, donc je peux déterminer T. Donc T est égal à 1,1, bon, vous faites log de n sur n0, vous passez à moins lambda t, donc t1, petit calcul, vous allez trouver 1,1 10 puissance 4 années. Donc vous voyez, lorsqu'on a comme déchet nucléaire l'amércium, il faut à peu près 10 puissance 4 années pour que l'amércium ne soit pas dangereux. Alors que dans les réactions de fusion, on estime qu'au bout de 100 ans, les déchets ne sont plus dangereux. Donc vous voyez bien l'avantage de la fusion par rapport à la fission. La fission, il faut attendre à peu près 100 années plus que la fusion, 10 puissance 4 années pour que les déchets ne soient pas dangereux, alors que pour la fusion, il suffit d'attendre 100 ans. 100 ans, c'est déjà un siècle. Donc voilà pour cet exercice sur le nucléaire. Donc j'espère que c'est un exercice qui va vous aider à revoir un peu tout votre cours sur le calcul de défaut de masse, calcul de l'activité, T1,5 et ainsi de suite. Donc je vous souhaite bien sûr bon courage, bonne continuation et attendre vraiment une très belle vidéo sur l'électricité. J'espère qu'avant de voir cette vidéo, vous allez bien travailler les parties, l'exercice 4-5 de devoir du bac blanc. Voilà, bon courage et à très bientôt.